Il y a des matins qui ressemblent à des tournants. Ce lundi 2 février 2026, à Courfey, le soleil s'est levé sur une ville qui avait déjà décidé. Pas besoin de crier, pas besoin de convaincre. Les gens sortaient de chez eux naturellement, comme portés par quelque chose de plus grand qu'une simple consigne de mobilisation. Des femmes enroulées dans leurs pagnes aux couleurs vives, des hommes en boubou, des jeunes en t-shirt, des anciens appuyés sur leurs cannes. Tous avancèrent dans la même direction, vers le centre-ville, vers la préfecture, vers ce point de ralliement qui était devenu en quelques jours le symbole d'une résistance collective. On n'avait pas vu ça depuis longtemps. Cette capacité d'un peuple à se lever, non pas sous la contrainte, non pas sous la peur, mais sous l'effet d'une indignation sincère et d'un patriotisme que certains croyaient peut-être assoupi. Il n'en était rien. Il dormait simplement. Et l'attaque du 29 janvier l'a réveillé avec brutalité, car c'est bien de ça qu'il s'agit. Dans la nuit du 28 au 29 janvier, des hommes armés ont osé s'en prendre à l'aéroport international Amani Diori de Niamey. L'aéroport, cette porte d'entrée du pays, ce symbole de souveraineté et d'ouverture sur le monde. L'audace de l'acte a sidéré les Nigériens. Pas parce qu'ils ignoraient que leur pays traversait une période difficile, pas parce qu'ils n'avaient jamais entendu parler d'attaques terroristes dans la région, mais parce que là, c'était différent. Là, c'était Niamey. Là, c'était le cœur du pays qui était visé. Et cette proximité-là, cette attaque portée jusque dans la capitale, a produit un effet que les organisateurs de la marche n'avaient peut-être pas anticipé dans toute son ampleur. Elle a transformé une menace abstraite en réalité tangible, en danger immédiat, en quelque chose que chaque citoyen pouvait désormais toucher du doigt. Les organisateurs, Issa Ousmane et Idrissa Oumarou, avaient tôt lancé l'appel quelques jours seulement après les événements. Une marche pacifique, avaient-ils annoncé. Un rassemblement. Un moment de rassemblement citoyen pour dire collectivement ce que chacun ressentait individuellement, dans son foyer, dans son quartier, dans son cœur. Et la réponse avait dépassé leur espérance. Courfey s'était levé. Pas une frange de la population, pas une catégorie socio-professionnelle particulière, pas une classe d'âge spécifique. Tout le monde chante, ou presque. Cette transversalité-là est peut-être ce qui frappe le plus dans les images de cette journée. On y voit des commerçants qui ont fermé boutique pour quelques heures, des fonctionnaires qui auraient dû être à leur poste, des étudiants qui ont troqué leur salle de cours pour le pavé de la rue. Tous ensemble, sous un même ciel, portés par un même sentiment. La marche elle-même s'est déroulée dans un calme remarquable. Aucun débordement, aucune violence, aucune tension particulière avec les forces de l'ordre. C'est d'ailleurs ce calme-là qui, paradoxalement, rendait la scène encore plus puissante. Il n'y avait pas la fièvre incontrôlable des foules en colère. Il y avait quelque chose de plus solennel, de plus déterminé. Une marche de gens qui savent pourquoi ils sont là. Des visages graves, des regards droits, des pas assurés. Des banderoles portées à bout de bras, avec des slogans simples, directs, sans fioritures. Non au terrorisme, oui à la souveraineté nationale. 2 phrases, 6 mots, qui résument à eux seuls l'état d'esprit d'un pays qui refuse de se laisser intimider. Quand la colonne est arrivée devant la préfecture, quelque chose a changé dans l'atmosphère. Le mouvement s'est arrêté, les voix se sont levées et le rassemblement a commencé. Les prises de parole se sont succédées, chacune apportant sa propre tonalité, sa propre émotion, mais toutes convergeant vers le même point central, la fierté. La fierté de l'armée nigérienne, d'abord, ces soldats qui, dans la nuit du 28 au 29 janvier, avaient fait face à l'assaut avec une réactivité et une bravoure saluées de toutes parts. 12 assaillants neutralisés, une attaque repoussée, le pays debout. Et dans la foule, on scandait leurs noms, on levait les poings, on applaudissait à tout rompre quand un orateur rappelait leur engagement,
leur sacrifice, leur professionnalisme, face à ce qu'il faut bien appeler une offensive d'une violence et d'une lâcheté rare. Mais les discours ne se sont pas limités à la célébration des militaires. Il y avait dans chaque prise de parole quelque chose de plus profond, de plus existentiel, une prise de conscience collective qui se formulait à voix haute, peut-être pour la première fois, avec une telle clarté. Les organisateurs l'ont dit sans détour et la foule l'a répété après eux. Le Niger est en guerre. Pas une guerre théorique, pas une guerre qui se déroule quelque part dans les confins du Sahel, à des centaines de kilomètres de la capitale. Une guerre réelle, concrète, qui frappe aux portes de Niamey. Et quand on est en guerre, a-t-on martelé depuis l'estrade, on prend toutes les dispositions nécessaires pour y faire face. On ne se voile plus la face, on ne minimise plus. On regarde la réalité en face et on se prépare en conséquence. Cette lucidité collective avait quelque chose de presque cathartique, comme si le pays entier avait besoin de ce moment pour sortir d'un certain état de déni, pour accepter la situation telle qu'elle est et pour décider ensemble de la posture à adopter. Et la posture choisie ce jour-là à Courfey, c'est celle de la résistance. Pas la résistance de la peur, pas la résistance du repli sur soi, mais la résistance active, engagée, consciente, d'un peuple qui a décidé d'accompagner ses autorités dans ce qu'on appelle ici la dynamique de refondation du pays. Ce mot revient souvent dans les discours, dans les slogans, dans les conversations de bord de rue. Refondation. Comme si l'attaque contre l'aéroport, loin d'avoir brisé quelque chose, avait au contraire accéléré une reconstruction identitaire qui était déjà en marche. Le meeting a aussi eu ses moments de recueillement. Des éléments religieux ont pris la parole pour formuler des invocations, pour implorer la protection divine sur le Niger et sur ses soldats engagés sur le terrain. Dans un pays profondément croyant, ces moments-là ne sont pas anodins. Ils disent quelque chose de la façon dont une société traverse l'épreuve. Pas seulement avec les muscles, pas seulement avec les armes, mais aussi avec la foi, avec le sentiment que quelque chose de plus grand veille. La foule a écouté en silence, les mains levées vers le ciel, les yeux fermés pour certains. Un silence qui en disait long sur l'état émotionnel de ces hommes et de ces femmes réunis là, sous le soleil de Courfey, quelques jours seulement après que leur pays avait failli vivre une catastrophe. Et puis, il y a eu ces mots prononcés vers la fin du rassemblement, qui resteront peut-être comme la phrase emblématique de cette journée. Des mots simples, mais qui portaient le poids de plusieurs décennies de frustration, d'humiliation, de sentiments d'abandon et de domination extérieure. Les orateurs ont parlé de souveraineté longtemps foulée aux pieds par les puissances occidentales impérialistes. Ils ont parlé d'une culture de l'indépendance en train de renaître, d'un peuple qui reprend possession de son destin. Dans la bouche des uns, ces mots pourraient sonner comme de la rhétorique, mais à Courfey ce lundi-là, devant la préfecture, il sonnait comme une conviction profonde, ancrée, nourrie par l'actualité immédiate et par une histoire longue et douloureuse. Ce que cette journée a révélé, finalement, c'est une chose que les analystes de la région observent depuis plusieurs mois avec attention. Le contrat social au Niger est en train de se reconfigurer. La population ne se contente plus d'attendre. Elle participe. Elle s'approprie les enjeux sécuritaires. Elle soutient activement ses forces armées. Elle se positionne clairement face à ce qu'elle perçoit comme des menaces venues de l'extérieur. Cette mobilisation de Courfey n'est pas un épiphénomène. Ce n'est pas une manifestation de plus, orchestrée pour les caméras et oubliée le lendemain. C'est le signe visible d'un basculement plus profond, d'une conscience nationale en train de se raffermir autour de valeurs, patriotisme, souveraineté, unité, que l'attaque du 29 janvier a paradoxalement contribué à cristalliser. Le terrorisme voulait semer la peur. Il a semé, à la place, quelque chose de bien plus redoutable pour ceux qui l'ont commandité.
la détermination d'un peuple entier à rester debout. Il y a des discours qui marquent une époque, des prises de parole qui, au moment où elles sont prononcées, font sentir que quelque chose vient de changer, que le curseur vient d'être déplacé, que les règles du jeu diplomatique viennent d'être réécrites d'un seul trait. Le discours du général Abdourahmane Tiani, prononcé sur les lieux mêmes de l'attaque contre l'aéroport international Amani Diori de Niamey, est de cela. Court, direct, sans circonlocution, sans les précautions oratoires habituelles du langage diplomatique. Un discours de soldat prononcé par un homme qui a manifestement décidé que le temps des euphémismes était révolu. Le contexte, d'abord. Dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026, des hommes armés ont lancé une offensive contre l'aéroport international de Niamey. Une attaque d'une audace rare, d'une brutalité assumée, visant l'une des infrastructures les plus symboliques du Niger. L'armée nigérienne a répondu avec une rapidité et une efficacité saluées par l'ensemble de la population. 12 assaillants neutralisés, d'autres interpellés. L'attaque a été repoussée, mais elle a laissé des traces dans les esprits, dans les murs et dans la détermination d'un chef d'État qui a visiblement choisi ce moment pour dire ce qu'il pense, sans filtre et sans retenue. Quand Tiani prend la parole sur le site de l'attaque, on sent immédiatement que le discours ne sera pas protocolaire. Il n'est pas venu pour rassurer à bon compte, pour prononcer les formules convenues sur la résilience du pays et la détermination des forces armées. Il est venu pour nommer. Et nommer, dans le langage politique, c'est toujours un acte d'une portée considérable, car nommer un ennemi, c'est lui donner une existence officielle, c'est transformer une accusation en déclaration, c'est franchir une ligne que peu de chefs d'État osent franchir ouvertement. Surtout quand les noms qu'on prononce sont ceux de dirigeants en exercice de pays souverains. Les trois noms tombent donc l'un après l'autre avec une netteté qui ne laisse aucune place à l'interprétation. Emmanuel Macron, président de la République française. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Patrice Talon, président de la République du Bénin. 3 hommes, 3 chefs d'État, désignés publiquement, depuis le tarmac d'un aéroport encore marqué par les stigmates d'une attaque terroriste, comme les commanditaires des mercenaires qui ont tenté de prendre d'assaut cette infrastructure vitale. Le général Tiani ne dit pas qu'il soupçonne, ne dit pas qu'il enquête, ne dit pas qu'il dispose d'indices, il affirme, avec la certitude de quelqu'un qui dit avoir les preuves et qui choisit ce moment précis pour les brandir, au moins symboliquement, devant le monde entier. La réaction de la foule, et plus largement de l'opinion nigérienne et régionale, ne s'est pas fait attendre. Dans les rues de Niamey, dans les marchés, dans les quartiers populaires, les propos du général ont été reçus avec une adhésion massive. Beaucoup de Nigériens qui suivaient l'actualité avec anxiété depuis l'attaque ont trouvé dans ces accusations une explication qui correspondait à ce qu'ils ressentaient confusément. L'idée que leur pays ne pouvait pas être attaqué ainsi sans qu'il y ait derrière une main extérieure, une volonté de déstabilisation venue de ceux qui n'ont jamais accepté le changement de cap opéré depuis le coup d'État de juillet 2023. À Ouagadougou, dans les milieux favorables à l'Alliance des États du Sahel, des voix se sont élevées pour saluer la franchise du général, pour applaudir ce qu'ils décrivent comme le courage de dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Patrice Romuald, figure connue du mouvement panafricaniste burkinabé, n'a pas mâché ses mots. Depuis que le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont décidé de prendre leur destin en main. Ces attaques ne surprennent plus personne. Elles sont, dit-il, le prix à payer pour la souveraineté retrouvée. Mais il y a un revers à cette médaille. Et les observateurs internationaux, eux, ont noté ce que le discours de Tiani ne contenait pas, autant que ce qu'il contenait. Les preuves matérielles, notamment. Le général a prononcé des accusations graves, extrêmement graves, au regard du droit international et des relations entre États souverains.
mais il n'a pas produit, lors de cette intervention, d'éléments concrets venant étayer ses affirmations. Pas de documents, pas d'interception, pas d'identité précise d'assaillants liés de façon vérifiable à l'un ou l'autre des trois dirigeants cités. Ce vide probatoire ne signifie pas nécessairement que les preuves n'existent pas. Il signifie simplement qu'elles n'ont pas été rendues publiques, du moins pas encore. Et dans l'espace diplomatique, cette nuance est essentielle, car accuser sans prouver, c'est s'exposer à des critiques qui peuvent affaiblir la portée même du message qu'on cherche à faire passer. Ce qui est remarquable, néanmoins, c'est que la télévision nigérienne a rapporté un élément factuel de poids. L'un des assaillants tués lors de l'attaque portait la nationalité française. Si cette information est confirmée, elle change la nature du débat. Elle ne prouve pas en elle-même une implication directe de l'État français, mais elle nourrit les interrogations. Elle donne de la substance aux soupçons et elle rend les accusations du général Tiani difficiles à balayer d'un simple revers de main. Paris n'a pas réagi. Silence total du côté de l'Élysée. Même silence du côté d'Abidjan et de Cotonou. Ce mutisme des capitales visées est lui-même un fait politique que chacun interprète selon ses convictions. Pour les uns, le silence est la marque du mépris de ceux qui ne jugent pas utile de répondre à des accusations qu'ils considèrent comme infondées. Pour les autres, ce silence est celui de ceux qui ont été pris en flagrant délit et qui ne savent pas quoi dire. Ce n'est pas la première fois que Tiani se retrouve dans cette position d'accusateur public. En décembre 2024, le Niger avait déjà visé le Bénin, l'accusant de servir de base arrière pour des groupes terroristes cherchant à déstabiliser le pays. La réaction de Cotonou avait été vive. Le ministre béninois des Affaires étrangères avait convoqué le chargé d'affaires nigérien pour demander des clarifications, et le Bénin avait officiellement protesté contre ces accusations qu'il jugeait infondées et diffamatoires. Quelques semaines plus tard, c'est la Côte d'Ivoire qui était dans le viseur de Niamey, accusée de vouloir déstabiliser le Niger sous les ordres de la France. L'armée ivoirienne avait aussitôt rejeté ces allégations. Un schéma se dessine donc, cohérent dans sa logique interne. Le Niger, sous la direction du général Tiani, a clairement identifié ses ennemis et il les désigne publiquement chaque fois que l'occasion se présente. Cette posture n'est pas sans risque. Sur le plan diplomatique, elle isole davantage un pays qui l'est déjà considérablement depuis la rupture avec les partenaires occidentaux traditionnels. Elle complique également les relations au sein même de la région, dans un espace sahélien déjà fragmenté entre d'un côté l'alliance des États du Sahel, regroupant Niger, Mali et Burkina Faso, et de l'autre les pays côtiers restés dans l'orbite française. Mais pour Niamey, cette isolation semble n'être un prix assumé, voire revendiqué, car dans la rhétorique du pouvoir nigérien actuel, l'isolement diplomatique vis-à-vis de l'Occident n'est pas une faiblesse, c'est la preuve tangible d'une indépendance reconquise. Et le tournant vers Moscou, avec le déploiement de conseillers militaires russes sur le sol nigérien, vient compléter ce tableau d'une recomposition géopolitique totale, assumée, irréversible, selon ses artisans. Ce que le discours de Tiani sur le tarmac de l'aéroport Amani Diori révèle, en fin de compte, c'est la profondeur d'une rupture qui dépasse largement le cadre d'une simple querelle diplomatique entre voisins. C'est une vision du monde qui s'exprime, une lecture de l'histoire africaine post-coloniale qui refuse de voir dans les difficultés sécuritaires du Sahel la seule résultante de dynamiques internes. Pour Tiani et ceux qui partagent sa lecture des événements, il y a derrière le chaos une main invisible, ou plutôt, désormais, une main nommée. Et cette certitude-là, qu'elle soit étayée ou non, par des preuves irréfutables, elle structure l'ensemble de la politique étrangère nigérienne. Elle donne sa cohérence à des choix qui peuvent paraître radicaux, vus de Paris ou de Bruxelles. Et elle explique pourquoi, dans les rues de Niamey
comme à Courfeyre. Les accusations du général sont accueillies non pas avec scepticisme, mais avec la satisfaction de ceux qui pensent qu'on leur dit enfin la vérité.